Rebonjour élu. Assiam et toi. Ne survole pas celle-ci parce que ce que nous allons ouvrir aujourd'hui explique une immobilité que tu as sans doute remarquée chez eux ces derniers temps. Quelque chose de figé, comme quelqu'un arrêté en plein geste et qui ne sait plus comment terminer le mouvement. Voilà ce qui leur est arrivé. Ils sont partis à la recherche de l'instant où tu es parti, et ils ne l'ont jamais trouvé. Reste un moment avec l'étrangeté de cette phrase, parce qu'elle explique presque tout. À un moment donné, récemment, la vérité les a rattrapés. Tu n'étais plus là. Pas forcément physiquement. Absent au sens qui compte. Injoignable de l'ancienne manière. Plus vraiment inclus dans la chose dont tu faisais partie autrefois. Et leur réflexe immédiat, dès que ça les a frappés, a été de localiser l'endroit où ça s'était produit. La dispute, la brouille, la décision, la porte. Parce que s'ils pouvaient trouver l'instant, ils pouvaient le comprendre. Et s'ils pouvaient le comprendre, ils pouvaient peut-être l'annuler. Alors ils ont cherché. Ils ont remonté toute la chronologie en quête de la fracture. Et il n'y en avait aucune scène, aucun affrontement, aucun jour où tout aurait basculé. Ils ont continué à faire défiler votre histoire en arrière, s'attendant à heurter le mur, à trouver le point de rupture. Et à la place, ils ont simplement continué à reculer, de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'une évidence les glace sur place. Tu partais depuis des années, pas d'un seul geste, en 1000 gestes minuscules, si petits qu'aucun d'eux n'était visible séparément. Un peu moins d'explications ici, un peu moins d'attente là. Un retrait lent, silencieux, cumulatif, qui ne s'est jamais annoncé, qui ne leur a jamais offert le moindre instant auquel réagir parce qu'il n'y avait pas d'instant. Juste un éloignement progressif, patient, presque invisible, déjà entièrement achevé le jour où ils ont enfin remarqué qu'il avait commencé. Et c'est exactement ce qui les a paralysés. Parce qu'on ne peut pas inverser une chose qui n'a pas de point d'origine. On peut défaire une décision. On peut guérir d'une dispute. On peut rouvrir une porte qui a été fermée un jour précis. Mais on ne peut pas inverser une accumulation. Il n'y a rien à saisir. Aucun levier, aucun instant, aucune scène à rembobiner, seulement le lent dépôt de 1000 petits choix devenus un fait accompli, et un fait accompli qui arrive sans événement, est un fait avec lequel il est impossible de discuter. Avant d'aller plus loin, si ça touche déjà quelque chose de réel chez toi, appuie sur le pouce et abonne-toi. Pas pour moi. Pour la mission. Ce message n'atteint les personnes pour lesquelles il a été construit que si tu le pousses plus loin. Et laisse 777 en commentaire, pas pour la chance, pas pour la tendance, mais comme une marque indiquant que tu étais là pour celle qui explique pourquoi il reste si immobile. Bien, démontons ça. Chapitre 1. Il n'y a jamais eu de sortie, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas te suivre. Première chose à comprendre. Ils continuent de décrire ça comme ton départ, comme s'il existait une porte que tu aurais franchie. Et ce cadrage n'est pas seulement inexact, c'est précisément l'erreur qui les maintient bloqués. Parce qu'un départ suppose un instant, et un instant suppose un lieu, et un lieu est quelque chose vers quoi on peut revenir. Si tu es sorti par une porte, la porte existe encore. Ils peuvent se tenir devant. Ils peuvent frapper. Ils peuvent attendre que tu la repasses dans l'autre sens. Toute la logique de la poursuite repose sur l'existence d'un endroit où le départ a eu lieu. Mais tu n'es sorti par aucune porte. Tu t'es dissous hors de l'arrangement, progressivement, et une dissolution progressive n'a pas de porte. Il n'y a nulle part où se tenir, nulle part où frapper, aucun seuil où attendre. Ils essaient de te suivre à travers une sortie qui n'a jamais existé, et on ne peut suivre personne à travers une porte qui n'est pas là. Repense à ce qui s'est réellement passé, dans l'ordre. D'abord, tu as cessé de te justifier parce que te justifier ne produisait plus rien. Ensuite, tu as cessé d'anticiper leurs réactions parce que les anticiper étaient devenus épuisants. Puis, tu as cessé de t'ajuster parce que les ajustements n'avaient jamais servi qu'à leur confort. Puis, tu as cessé d'attendre la conversation qui n'allait jamais avoir lieu. Chacun de ces gestes était trop discret pour être perçu de l'extérieur. Chacun, isolément, pouvait passer pour une mauvaise semaine, une période chargée, un éloignement temporaire. Aucun ne ressemblait à un départ. Mais ils se sont empilés, qu'un jour le dernier fil a fini de se défaire. Il ne restait tout simplement plus rien qui vous reliait, et tout cela s'était produit sans un seul événement visible. Imagine que tu cherches la seconde exacte où la marée s'est retirée.
C'est impossible. Il n'existe aucun instant où l'eau s'en va. Il y a de l'eau qui était là, puis de l'eau qui n'y est plus, et aucune seconde précise que tu pourrais désigner comme celle du départ. La marée ne claque aucune porte. Elle se retire si lentement que le retrait est terminé, avant que quiconque ait pensé à en noter le commencement. C'est ainsi que tu es parti, élu, comme une marée. Et maintenant, ils sont debout sur le sable mouillé, là où l'eau se trouvait, à chercher l'instant du retrait. Et il n'y a pas d'instant, et cette absence est exactement ce qui rend la chose irréversible. Et voici le détail qui les trouble le plus. S'il n'y a pas d'instant, il n'y a personne à blâmer, y compris eux-mêmes, de la manière précise qu'ils préféreraient. Un événement unique leur donnerait quelque chose à tenir. Une dispute leur donnerait un grief. Une décision leur donnerait une cible. Mais une accumulation ne leur laisse rien d'autre que la preuve lente et indiscutable de leur propre perte progressive, étalée sur des années, impossible à attribuer à une cause unique. Chapitre 2. Ils guettaient une explosion pendant que tu t'évaporais en silence. Pendant des années, ils avaient une idée de ce à quoi ressemblerait ton départ, s'il devait arriver un jour. Ce serait bruyant, théâtral, une déflagration, une confrontation finale où tout serait enfin dit. C'est à ça que ressemble un départ dans leur imagination, parce que c'est le seul type de fin que leur modèle sache reconnaître. Quelque chose avec une scène, quelque chose avec un sommet dramatique, quelque chose auquel ils auraient eu l'occasion de réagir. Alors ils ont guetté ça. Ils se sont préparés à l'explosion. Et parce qu'ils guettaient une explosion, ils ont complètement raté l'évaporation. Comprends le mécanisme, parce qu'il explique entièrement leur aveuglement. Quand on attend un événement bruyant, on devient aveugle au processus silencieux. Quelqu'un qui scrute le ciel en attendant un feu d'artifice ne remarque pas la salle qui se vide lentement. Il regarde en l'air guettant l'éclair, pendant que la vérité change au niveau du sol, sans témoin. Leur attention était pointée vers le mauvais type de fin, et la vraie fin s'est déroulée dans une fréquence qu'ils ne surveillaient pas. Tu ne leur as pas offert l'explosion, tu leur as offert l'évaporation, et l'évaporation est invisible précisément parce qu'elle est graduelle. L'eau dans une coupe peu profonde ne s'en va pas de façon spectaculaire. Elle devient simplement moins, et encore moins, et puis elle n'est plus là, et il n'y a jamais eu de moment assez sonore pour être remarqué. Quand la coupe est sèche, le départ est terminé depuis longtemps, et il s'est fait dans un silence total. Imagine une pièce dont la température baisse d'1 degré par jour. Un jour donné, personne ne s'en aperçoit. Ça ressemble exactement à hier. Mais attends assez longtemps et la pièce est glaciale, et personne ne peut désigner le jour où le froid est arrivé, parce qu'un tel jour n'existe pas. Le froid s'est installé à travers tous les jours, imperceptiblement, et quand quelqu'un tend enfin la main vers un manteau, le froid est total depuis un bon moment. Voilà ce qu'a été ton départ vu de leur côté, élu. Aucun jour froid en particulier. Juste une chute lente qu'ils n'ont pas suivie, jusqu'à ce matin où ils ont cherché la chaleur qui existait autrefois, et découvert que la pièce était gelée depuis bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginaient. Et c'est pour ça que leur réaction est la confusion plutôt que la colère. La colère a besoin d'un événement, la colère exige que quelque chose se soit produit, mais rien ne s'est produit, au sens où ils comprennent ce mot. Il n'y a pas eu de trahison, pas de scène, pas d'instant de rupture. Il n'y a eu que le poids accumulé de 1000 petits retraits, et on ne peut pas être en colère contre une accumulation comme on l'est contre un acte. Alors au lieu de la colère, ils ont récolté cette sensation figée et désorientée de quelqu'un qui a perdu quelque chose et ne parvient pas à identifier le vol parce qu'il n'y a pas eu de vol, seulement un effacement lent et conforme à la nature des choses. Il y a une autre raison à leur cécité, et elle mérite d'être comprise parce qu'elle révèle quelque chose sur la façon dont les gens observent le monde. Ils surveillaient totalement le mauvais signal. Ils scrutaient ton comportement en cherchant des indices de conflit. Ils écoutaient le ton qui annonce les ennuis. Ils guettaient la posture de quelqu'un de contrarié. Et ils n'ont rien trouvé, parce que tu n'étais pas contrarié. S'effacer n'est pas être contrarié. S'effacer est l'exact contraire. C'est la neutralité tranquille de quelqu'un qui a simplement cessé d'investir, et la neutralité tranquille ne déclenche aucune des alarmes que les gens installent pour détecter un problème. Réfléchis à ce que leur système d'alarme était réglé pour détecter. Les voix qui montent, le retrait accompagné de ressentiments visibles, la froideur destinée à être remarquée. Toutes ces choses sont des formes de départ qui veulent être vues,
qui communiquent quelque chose, qui sont même, d'une certaine façon, encore engagées, puisqu'elles cherchent encore à provoquer une réaction. Mais ton effacement ne voulait rien. Il ne communiquait rien. Il ne cherchait à provoquer personne. C'était seulement le retrait progressif de l'investissement. Et parce qu'il ne demandait aucune réaction, il n'a déclenché aucune alarme. Imagine un système de sécurité conçu pour détecter les intrusions, les entrées bruyantes, forcées, violentes. Et imagine maintenant que la chose protégée s'évapore simplement de l'intérieur, molécule par molécule, sans force, sans effraction, sans violence. L'alarme ne sonne jamais, parce qu'elle a été construite pour le mauvais type de perte. La chose a disparu, et le système censé la protéger n'a jamais enregistré la moindre menace, parce que la menace ne correspondait à rien de ce qu'il surveillait. C'est exactement ce qui s'est passé, élu. Tout leur dispositif pour détecter qu'ils étaient en train de te perdre avait été bâti pour attraper une sortie théâtrale, et tu leur as offert une évaporation silencieuse, et les deux ne s'inscrivent pas sur les mêmes instruments. Le jour où un système conçu pour les explosions remarque une évaporation, l'évaporation est déjà terminée, parce qu'il n'allait jamais la voir pendant qu'elle avait lieu. Ils ne pouvaient en percevoir que les conséquences. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne se sentent pas seulement tristes, mais bêtes. Quelque part en eux vit la conscience que tout cela s'est déroulé sous leurs yeux, qu'ils étaient à présent pour chaque étape, que chacun des 1000 petits retraits s'est produit dans leur champ de vision, et qu'ils n'en ont vu aucun parce qu'ils regardaient ailleurs. La perte n'était pas cachée. Elle était ouverte, visible, progressive, et ils l'ont manqué quand même, et manquer une chose qui n'a jamais été dissimulée porte sa propre honte, très particulière. Chapitre 3. Pourquoi le départ lent est celui qu'on ne peut pas défaire? Comprenons maintenant pourquoi cette forme précise les rend impuissants, parce que ce n'est pas évident, et que ça compte. Une fin dramatique, malgré toute sa douleur, cache un cadeau étrange. Elle est réversible, au moins en théorie. Une dispute peut se régler. Des paroles dures peuvent être reprises, ou pardonnées. Une porte claquée un jour précis peut être rouverte un autre jour précis. Le simple fait qu'une fin bruyante possède un lieu signifie qu'elle possède une adresse, et tout ce qui a une adresse peut, en principe, être revisité. Mais ton départ silencieux n'a pas d'adresse, et c'est précisément ce qui le rend définitif. Parce que pour inverser une chose, il faut pouvoir la localiser. Il faut trouver le point et le défaire. Or, il n'y a aucun point à trouver. Il n'existe aucun choix unique qui, s'il était annulé, te ramènerait. Parce que ton départ n'était pas un choix. C'était 10 000 micro-choix, dont tu ne te souviens même pas pour la plupart, dont aucun n'avait le poids nécessaire pour compter tout seul. En annuler un ne changerait rien, parce qu'aucun n'était la cause. La cause était l'accumulation. Et on n'annule pas une accumulation en défaisant l'un de ses fragments. Imagine une rivière qui a lentement changé de cours au fil des années, grain par grain, l'eau creusant un nouveau lit et abandonnant l'ancien. Il n'y a aucun barrage à retirer pour la renvoyer en arrière. Aucune décision unique à inverser. La rivière est simplement là où elle est désormais, arrivée là par un processus trop lent et trop dispersé pour offrir la moindre prise. Il faudrait défaire des années d'érosion, grain par grain. Et même alors l'eau retrouverait son nouveau chemin parce que ce chemin est maintenant le sien. C'est ça, ton départ, élu. Une rivière qui a changé de cours par érosion lente, et ils sont debout dans l'ancien lit desséché, à chercher comment ramener l'eau, sans comprendre qu'il n'y a rien à faire, parce que l'eau n'est retenue ailleurs par rien de précis. Elle coule simplement là où elle coule désormais, et aucun acte isolé ne la redirige. Et voici l'élégance cruelle de la chose, vue de leur place. Si tu étais parti en un instant, ils auraient eu une chance. Une sortie théâtrale offre à l'autre quelque chose à travailler, quelque chose à réparer, quelque chose pour quoi s'excuser. Mais un effacement progressif ne leur donne rien à réparer, parce qu'au moment où ils ont remarqué, la fenêtre de réparation était fermée depuis des années, un jour imperceptible à la fois. Ils n'ont pas raté leur chance, ils n'en ont jamais eu, parce que le départ était achevé avant d'être visible. Chapitre 4. L'instant précis où ils ont compris, et ce que ça a figé en eux. La prise de conscience, quand elle est venue, n'a probablement rien eu de spectaculaire. Ce n'est presque jamais le cas. Elle est sans doute arrivée au milieu de quelque chose de banal,
Peut-être qu'ils ont tendu la main à l'ancienne manière et ont senti, consciemment pour la première fois, que l'ancienne manière ne t'atteignait plus. Peut-être qu'ils ont voulu évoquer le lien que vous aviez et se sont entendus en parler au passé. Peut-être qu'ils ont simplement pensé à toi et compris, dans un petit sursaut silencieux, que le toi auquel ils pensaient n'existait plus depuis longtemps. Et une question est montée, celle qu'ils ne s'étaient jamais autorisée. Quand est-ce que je l'ai perdu? Puis ils sont allés chercher la réponse, et la réponse n'était nulle part. C'est là qu'ils se sont figés. Pas devant le constat de ton absence, devant le constat qu'aucun instant ne pouvait être désigné. Parce qu'un esprit confronté à une perte se précipite immédiatement vers la cause, l'événement, le point de bascule, et lorsqu'il tend la main et ne trouve rien, il n'obtient pas d'apaisement. Il se coince. Il continue de tendre la main, de fouiller, de rejouer la chronologie en quête de la fracture, et chaque passage revient vide, et ce vide est une sorte de piège. On ne peut pas faire le deuil d'un événement qui n'a pas eu lieu. On ne peut pas digérer un instant qui n'existe pas. Alors ils sont figés dans la recherche, incapables d'avancer parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce à partir de quoi avancer. Et voici ce que ça leur a coûté, au-delà de la désorientation immédiate. Ça a ouvert une question sur toutes les autres pertes lentes qu'ils n'ont peut-être jamais vues. Parce que s'ils ont manqué ton départ entier, si une chose aussi progressive a pu se dérouler juste devant eux, sans qu'ils l'aperçoivent avant son achèvement, alors quoi d'autre est en train de s'effacer sans qu'ils le remarquent? Quels autres liens s'érodent en ce moment même, grain par grain sous le seuil de leur attention? La révélation qui te concerne a ouvert une interrogation bien plus vaste et bien plus effrayante sur tout ce qu'ils croient de stable. Imagine quelqu'un qui découvre qu'une amitié qu'il pensait solide s'est en réalité terminée il y a des années, et qu'il n'avait simplement jamais mis à jour son information. Ce n'est pas seulement une amitié. C'est la terreur de comprendre que leur perception de leur propre relation est peut-être périmée sur toute la ligne, qu'ils circulent peut-être en croyant à des liens qui se sont dissous en silence pendant qu'ils regardaient ailleurs. Voilà la taille réelle de ce qui les a figés, élus. Pas, il est parti. Mais des choses peuvent disparaître sans que je m'en aperçoive, et j'ignore ce qui a déjà disparu. Et cette paralysie a une texture précise qu'il faut décrire, parce que tu la vois probablement sans savoir ce que tu regardes. Quelqu'un frappé par ça n'a pas l'air triste au sens habituel. Il a l'air suspendu, coincé entre deux impulsions qui s'annulent. Une partie d'eux veut tendre la main vers toi, réparer, récupérer le lien. Une autre partie sait confusément qu'il n'y a rien vers quoi tendre la main, que la fenêtre s'est refermée il y a des années. Et ces deux impulsions se verrouillent l'une contre l'autre, et ce verrouillage produit l'immobilité, une personne figée, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent deux choses opposées avec la même force exacte. Tu le vois dans leurs hésitations. Ils commencent une phrase et s'arrêtent. Ils amorcent un geste et le retirent. Ils tournent autour du sujet que tu représentes sans jamais atterrir dessus. Parce qu'atterrir exigerait de choisir entre l'envie de récupérer et la connaissance que récupérer est impossible. Et ils ne peuvent pas choisir. Alors ils planent. Ce vol stationnaire, c'est la paralysie. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est l'immobilité de quelqu'un pris entre le désir de reprendre la chose et la certitude qu'elle est perdue. Imagine quelqu'un debout au bord d'un lac gelé où il a laissé tomber un objet précieux à travers la glace. Il le voit là-dessous, ou croit le voir. Une partie de lui veut aller le chercher, une autre sait que la glace ne tiendra pas, que l'eau est trop profonde, que l'objet est déjà perdu. Alors il reste au bord sans partir ni avancer, figé par les deux vérités, incapable de les fondre en une seule action. C'est eux, élus. Debout, au bord d'un lac gelé, apercevant quelque chose qu'ils croient récupérable, sachant que non, incapable de renoncer comme de tendre la main. Et ton instinct, en voyant ça, sera peut-être de les aider, de leur dire de reculer, de les libérer de la paralysie. Tu ne peux pas. Les deux vérités leur appartiennent, et à eux seuls de les réconcilier. Tout ce que tu peux faire, c'est comprendre que l'immobilité que tu observes n'est pas de la froideur. C'est la paralysie particulière d'une perte arrivée sans instant qui les laisse coincés pour toujours entre la récupération et l'acceptation, incapables de s'engager dans l'une comme dans l'autre. Chapitre 5. Pourquoi tu ne pouvais pas l'annoncer? Une pensée t'a peut-être traversé.
Aurais-je dû leur dire que je partais? Aurait-il été plus généreux de le rendre clair, de marquer l'instant, de leur offrir une fin qu'ils auraient pu comprendre? Tu ne pouvais pas, et ce n'était pas de la dureté. C'est qu'il n'y avait aucun instant à annoncer, parce que ce départ n'était pas une décision que tu aurais prise puis exécutée. C'était un processus qui s'est déroulé à travers toi lentement, et on ne peut pas annoncer un départ qu'on n'est pas en train de mettre en scène consciemment. Comprends bien ce point, parce qu'il détermine la façon dont tu vas porter tout ça. Tu ne t'es pas assis un jour pour décider de partir avant de dérouler le plan. Ce n'est pas ainsi que ça a fonctionné. Chaque petit retrait répondait au moment où il s'est produit. Tu as cessé de te justifier parce qu'une conversation précise a rendu la justification absurde. Tu as cessé d'attendre parce qu'une déception précise a rendu l'attente ridicule. Chaque pas était local, immédiat, non prémédité. Ce n'est qu'en s'additionnant, et seulement vu de loin, que ces pas ont formé une direction. Tu ne partais pas. Tu réagissais encore, et les réactions se sont trouvées composer une sortie. Il n'y a donc jamais eu de moment où tu aurais pu dire « je pars maintenant », parce que tu ne savais pas que tu partais. Tu savais que tu te retirais de cette chose précise, puis de celle-là, puis de cette autre, mais la forme de l'ensemble t'était aussi invisible qu'à eux, jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Imagine essayer d'annoncer que tu es en train de perdre une habitude. Ça ne se programme pas. On ne décide pas un mardi de cesser progressivement de faire quelque chose. Ça se produit un peu moins à chaque fois jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'on ne le fait plus. Il n'y avait rien à annoncer, parce que la fin s'est assemblée à partir de 100 petits non-événements, dont aucun ne ressemblait à une décision sur le moment. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais reçu d'avertissement, élu. Pas parce que tu l'as retenu, mais parce que tu n'en avais aucun à donner. Le départ t'était aussi invisible, pendant qu'il avait lieu, qu'il l'était pour eux. Tu n'en vois la forme que maintenant, en te retournant, exactement comme eux. La différence, c'est que toi tu es en paix avec cette forme, et qu'eux restent figés devant elle, parce que pour eux elle représente une perte, et pour toi elle représente simplement l'endroit où le chemin menait. Et voilà ce que tu dois en retirer. Ton départ progressif n'était pas de la lâcheté, et ce n'était pas l'évitement d'une conversation difficile. C'était le résultat honnête et organique d'un lien qui a cessé d'être nourri. Ce qu'on n'alimente pas, s'éteint. Ce n'est pas un manque de courage. C'est simplement ce qui arrive naturellement à tout ce qui n'est pas entretenu. Tu n'as rien tué. La chose n'a pas été soutenue. Et les choses non soutenues prennent fin discrètement selon leur propre calendrier. Si ça résonne, laisse 777 encore une fois. Pas pour l'algorithme. Parce que c'est le passage que la plupart des gens auraient eu besoin de comprendre des années plus tôt. Chapitre 6. Ce qui s'effaçait réellement, un fil à la fois. Soyons précis sur ce qui se dissolvait, parce que les détails montrent pourquoi c'était forcément invisible. Le réflexe de les mettre au courant en premier. L'habitude de peser leurs réactions avant de faire un choix. La routine de faire passer ta vie par leur approbation. Les petits gestes automatiques qui les gardaient inclus. Le réflexe de t'expliquer quand tu faisais quelque chose qu'ils risquaient de ne pas comprendre. L'effort silencieux d'entretenir une relation qui avait cessé de te rendre quoi que ce soit. Maintenant, remarque une chose au sujet de cette liste. Chaque élément est un fil, pas un câble. Aucun d'eux coupé seul n'aurait fait tomber l'ensemble. Tu peux cesser de te justifier et la relation survit. Tu peux cesser d'anticiper leur réaction et elle boitille encore. Chaque fil coupé individuellement est survivable, banal, invisible. Et c'est exactement pour ça que ce départ ne pouvait pas être vu. Ce n'était pas un câble tranché d'un geste théâtral. C'étaient 100 fils qui s'effilochaient l'un après l'autre, chacun trop fin pour être remarqué, jusqu'à ce que le dernier cède et que le tout se retrouve simplement, silencieusement détaché. Voilà l'anatomie d'un départ progressif. Pas une coupure, un effilochage. Et un effilochage n'a pas d'instant, parce qu'aucun fil isolé n'était la relation. La relation était l'ensemble, et l'ensemble est parti un morceau à la fois, sous le seuil de l'attention de tout le monde. Imagine une amarre qui retient un bateau à un quai, faite de 1000 fibres fines. Si quelqu'un la tranche au couteau, il y a un instant, un claquement, un événement. Mais si les fibres s'usent d'elles-mêmes au fil des années, une par une, sous l'action du sel, de l'eau et du temps, il n'y a aucun instant. Le bateau est attaché, puis le bateau dérive, et personne ne peut dire quand il s'est détaché.
parce qu'il s'est détaché à travers 1000 ruptures imperceptibles, pas un seul acte visible. C'est ce qui est arrivé à ton lien avec eux, élu. Il s'est effiloché. Et maintenant le bateau dérive, et ils sont sur le quai avec le bout usé dans les mains, à chercher la coupure qui expliquerait tout. Et il n'y a pas de coupure, seulement la preuve lente d'une corde qui s'est usée pendant que personne ne l'entretenait. Et voici la phrase à emporter de ce chapitre. Les liens se terminent rarement en un instant. Ils se terminent par un retrait lent de l'entretien, et ce retrait n'est visible qu'après coup. Les fins spectaculaires captent toute l'attention, mais la plupart des choses qui se terminent en silence, par effacement, et l'effacement est plus définitif que n'importe quelle explosion, parce qu'il n'y a rien à désigner, et donc rien à réparer. Il y a quelque chose à comprendre sur les raisons pour lesquelles l'entretien est ce qui tient réellement une relation debout, et ça changera ta façon de penser toutes tes relations à venir. Les gens croient que les liens sont tenus par de grandes choses, des moments majeurs, des gestes spectaculaires, des conversations profondes, mais ce n'est pas ça qui les tient au jour le jour. Ce qui les tient, c'est l'entretien minuscule, constant, presque invisible, le petit message, la considération. Les 1000 investissements infimes que personne ne remarque isolément mais qui, réunis, constituent la totalité de la substance du lien. Et comme l'entretien est invisible, son retrait l'est aussi. Personne ne remarque les petits investissements pendant qu'ils ont lieu, donc personne ne remarque quand ils s'arrêtent. Tu n'annonces pas que tu as cessé de prendre des nouvelles. Tu ne déclares pas que tu as cessé de tenir compte de leurs réactions. Ces choses cessent tout simplement, une par une. Et comme elles n'étaient jamais visibles au départ, leur absence ne l'est pas davantage, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant ait cessé et que toute la structure qu'elles soutenaient finisse par se déposer dans le vide. Imagine un bâtiment tenu non par quelques grands piliers, mais par 1000 petits appuis, chacun portant une fraction minuscule du poids. Retire-en un, et rien ne se passe. Le bâtiment tient. Retire-en un autre, et il tient encore. Mais les appuis disparaissent un par un, invisiblement. Et chaque disparition transfère un peu plus de charge sur les autres, jusqu'au jour où les derniers ne peuvent plus tenir, et l'ensemble s'affaisse, et tout le monde demande ce qui s'est passé. Et la réponse est que rien ne s'est passé. Ou plutôt que 1000 petits riens se sont passés, chacun trop discret pour être vu. Voilà ce qu'est un lien qui s'efface, élu. Une structure qui perd ses petits soutiens un à un, invisiblement, jusqu'à l'affaissement. Et si personne ne peut la réparer, c'est qu'il n'y a aucun soutien unique à remplacer. Il faudrait tous les reconstruire, les 1000, et le temps que quelqu'un s'aperçoive de leur absence, la volonté de reconstruire a généralement disparu elle aussi, parce que la prise de conscience n'arrive qu'après l'affaissement. Et après l'affaissement, la motivation de restaurer s'est effacée avec le reste. C'est pour ça que ceux qui gardent leurs liens vivants sont ceux qui n'arrêtent jamais le petit entretien, et que les liens qui meurent sont presque toujours ceux où l'entretien s'est arrêté bien avant que quiconque le remarque. Ce n'est jamais la grande dispute qui met fin aux choses. La grande dispute n'est habituellement que le moment où les gens s'aperçoivent enfin que l'entretien a cessé il y a des années. Chapitre 7. Ce n'est pas toi qu'ils perdaient, c'était la version de toi qui n'était pas déjà partie. Cette couche est subtile, alors reste tout près. Le jour où ils ont remarqué ton absence, tu étais absent depuis longtemps, ce qui signifie que le toi qu'ils pleurent n'est pas le toi actuel. C'est une version ancienne, une version qui a cessé d'exister il y a des années, une version qui s'effaçait déjà pendant qu'ils la traitaient comme présente. Ils font le deuil de quelqu'un qui était parti bien avant que le deuil ne commence. Comprends ce que ça fait à leur perception du temps. Ils croient que la perte est récente. Ils croient réagir à quelque chose qui vient d'arriver. Mais ils réagissent en réalité à une chose achevée il y a des années, et qu'ils ne perçoivent que maintenant. Leur chagrin est désynchronisé de la réalité de toute la durée de ton départ progressif. Ils sont debout dans le présent, à pleurer une perte déjà vieille, à traiter un fait accompli comme une blessure fraîche. Et c'est déstabilisant d'une manière très particulière, parce que ça signifie qu'ils ne peuvent plus se fier à leur propre sens du moment où les choses arrivent. Si tu es parti il y a des années, et qu'ils ne le ressentent que maintenant, alors leur chronologie émotionnelle n'est pas fiable. Ce qu'ils croient actuel est en fait historique. La plaie qu'ils croient ouverte est en fait une cicatrice qu'ils découvrent tard. Et quand on ne peut plus se fier à sa perception du moment d'une perte,
On ne peut plus se fier à grand-chose de sa lecture de sa propre vie. Imagine la lumière d'une étoile, déjà morte. Tu lèves les yeux et tu la vois briller. Et elle semble présente, immédiate, vivante. Mais l'étoile s'est éteinte il y a très longtemps, et ce que tu regardes est de la vieille lumière, un message venu d'une chose qui n'existe plus, arrivé si tard qu'il paraît actuel alors qu'il est de l'histoire ancienne. Tu pleures dans le présent quelque chose qui s'est terminé dans le passé, et tu ne le sais même pas. C'est ce qu'ils font, élus. Ils regardent la vieille lumière d'un lien déjà éteint, ils la ressentent comme présente, sans comprendre que l'étoile est noire depuis des années, et qu'ils ne reçoivent la nouvelle que maintenant. Leur chagrin est réel, mais ils visent un moment depuis longtemps dépassé, et c'est pour ça qu'il ne peut pas se résoudre. On n'obtient pas d'apaisement pour une perte dont on n'a même pas la date correcte, et c'est aussi pour ça que tu ne dois pas attendre que ce chagrin les pousse à te joindre efficacement. Ils tendront la main vers une version de toi qui n'existe plus depuis des années, avec des approches qui ont cessé de fonctionner il y a longtemps, en visant un lien déjà effacé. C'est comme envoyer un message à une étoile morte. Le geste est sincère, mais il n'y a plus personne à l'adresse, parce que l'adresse s'est vidée pendant qu'il continuait d'y écrire. Chapitre 8. Ce que tu faisais vraiment pendant que tu t'effaçais. Soyons honnêtes sur ton côté, parce que cette histoire ne doit pas seulement te flatter. Tu n'exécutais pas une sortie élégante et réfléchie. Tu ne relâchais pas sagement et délibérément un lien qui ne te servait plus. La vérité est moins impressionnante et plus humaine. Tu répondais simplement à chaque moment tel qu'il arrivait, et les réponses pointaient toutes ailleurs, et tu n'as pas vraiment vu la direction avant d'être déjà arrivé. Et cela a un coût qu'il faut nommer, parce que tu t'es effacé progressivement. Tu ne leur as jamais offert de fin claire, et une fin claire, si douloureuse soit-elle, est parfois une forme de générosité. Un effacement progressif laisse l'autre dans la confusion, incapable de faire son deuil correctement, coincé dans l'état figé que nous décrivons depuis le début. Une rupture nette, malgré toute sa brutalité, offre au moins quelque chose à refermer. Ton effacement ne leur a rien donné à refermer, et cette ouverture les a peut-être bloqués d'une manière qu'une fin nette aurait évité. Ça mérite d'être médité. Pas comme une culpabilité, mais comme une honnêteté. Parfois le départ progressif, celui qui évite la conversation difficile, est plus facile pour celui qui part et plus dur pour celui qui reste. Tu as évité la scène. Ils ont eu droit à des années de confusion. Et le fait que tu ne l'aies pas voulu n'annule pas que ce soit arrivé. Cela dit, voici le point. Tu ne pouvais pas t'y prendre autrement parce que tu ignorais ce qui était en train de se passer. Ce n'est pas un cas où tu aurais choisi l'option lâche plutôt que l'option courageuse. Tu n'as sincèrement pas vu la forme avant qu'elle soit achevée. Donc le coup est réel, et ce n'est pas non plus une faute, parce qu'une faute suppose un choix que tu aurais pu faire différemment, et il n'y en avait pas. Il y avait seulement un processus se déroulant à travers toi, invisible jusqu'à son terme. Imagine deux amis qui s'éloignent lentement, sans aucune décision, par la friction accumulée de vies qui divergent. Aucun des deux ne l'a choisi. Aucun des deux ne peut désigner le moment. Et pourtant, l'un des deux finira peut-être plus blessé que l'autre, non par cruauté, mais parce que les fins progressives répartissent leur douleur de façon inégale, et celui qui remarque en dernier porte le plus de confusion. Comprendre ça te permet de tenir les deux vérités. Tu n'as rien fait de mal. Et quelqu'un est resté désorienté par la manière dont c'est arrivé. Les deux sont vrais, et porter les deux au lieu de la seule qui flatte, c'est ce qui transforme un départ progressif en quelque chose que tu comprends simplement, au lieu de quelque chose que tu défends. Chapitre 9. Pourquoi quelques-uns accepteront l'effacement et la plupart non? Voici une question qui mérite d'être posée. Cette prise de conscience va-t-elle les libérer? Pour quelques-uns, oui. Certaines personnes, quand elles comprennent enfin que le départ a été progressif, complet et irréversible, sentent quelque chose se déposer. La recherche s'arrête. Ils cessent de chercher l'instant parce qu'ils acceptent qu'il n'y en ait pas eu. Et cette acceptation leur permet enfin de faire le deuil de la perte au lieu de traquer sa cause. Ces gens-là deviennent silencieux un moment, portent le deuil correctement, puis ressortent de l'autre côté capables de laisser le lien être ce qu'il fut, quelque chose qui s'est effacé sans avoir besoin d'un coupable ni d'une scène. C'est le chemin sain. Accepter que les choses se terminent par effacement, que toute perte n'a pas son instant,
que parfois un lien s'use simplement et que personne n'est en tort. Ceux qui atteignent cette acceptation guérissent réellement, parce qu'ils cessent d'exiger un événement qui n'a jamais existé et laissent la vérité progressive être la vérité. Mais la plupart n'y arriveront pas, et il faut comprendre pourquoi, pour que tu n'attendes pas une résolution qui ne viendra pas. Pour la majorité d'entre eux, l'absence d'instant est insupportable. Leur esprit exige une cause. Il ne peut pas accepter une perte sans événement, parce qu'une perte sans événement ne se digère pas, ne s'impute pas, ne se résout pas. Alors ils inventeront un instant. Ils décideront qu'il y a eu une trahison précise, un affront précis, un jour précis où tout a basculé, même si rien de tout ça n'a eu lieu, parce qu'un faux instant est plus vivable que pas d'instant du tout. Ils fabriqueront un événement à pleurer, parce que pleurer une accumulation dépasse les capacités de la plupart des gens. Guette ce phénomène. Certains finiront par raconter ton départ avec un point de bascule dramatique qui n'a jamais existé. Ils en seront convaincus. Ils l'auront construit eux-mêmes, par besoin d'un instant, et ils y croiront totalement parce que l'alternative, que tu te sois simplement effacé sans qu'aucun acte n'en soit la cause, est trop informe pour être tenue en main. Imagine quelqu'un incapable d'accepter qu'une mort soit venue de causes naturelles et lentes, et qui invente donc un coupable précis, un événement précis, parce qu'une fin lente et inévitable est plus lourde à porter qu'une fin imputable. La cause inventée est fausse, mais elle est psychologiquement nécessaire, parce qu'elle donne au chagrin un endroit où aller. C'est ce que la plupart feront, élus. Inventer l'instant que tu ne leur as jamais donné. Et tu ne dois pas espérer que ceux qui inventent un faux instant comprennent un jour le vrai, à savoir qu'il n'y en avait pas, que le départ a été aussi naturel et progressif qu'une marée, et qu'aucun acte, ni le tien ni le leur, ne l'a provoqué. Mais rendons justice aux rares qui accepteront, parce qu'ils sont précieux et que tu voudras les reconnaître s'ils apparaissent. Celui qui sait accepter une fin progressive possède une maturité particulière que la plupart ne développent jamais. Il tolère l'absence de cause. Il porte une perte sans coupable. Il regarde une chose effacée et dit « Elle s'est effacée », sans exiger que ce soit la faute de quelqu'un, sans réclamer une scène à accuser, sans demander à la réalité de lui fournir l'instant que son chagrin préférerait. Et voici ce qu'il y a de beau chez ces gens-là. Quand ils acceptent qu'il n'y ait pas eu d'instant, ils atteignent souvent quelque chose que les inventeurs n'atteignent jamais. Ils comprennent que l'effacement n'était pas personnel, que tu ne les as pas quittés, eux spécifiquement, dans un acte ciblé, que le lien n'a simplement pas été entretenu, que les choses non entretenues finissent, et que cette fin ne dit rien de leur valeur ni de tes sentiments, seulement de la durée de vie naturelle, d'une chose qu'on a cessé de nourrir. Cette compréhension les libère entièrement de la blessure, parce qu'on ne peut pas être blessé par une chose qu'on a correctement comprise comme impersonnelle et naturelle. Guette ces personnes parce qu'elles se comportent autrement. Elles ne te poursuivent pas pour obtenir l'instant. Elles n'inventent pas de trahison. Elles ne se figent pas au bord du lac. Elles laissent simplement, tranquillement, la chose effacée être effacée, et elles ne portent aucun ressentiment parce qu'il n'y a rien à reprocher à une marée qui se retire. Et si elles reviennent vers toi, ce n'est pas pour récupérer l'ancien lien, mais pour reconnaître doucement qu'il a suivi son cours, ce qui est un geste complètement différent et bien plus sain. Imagine deux personnes en deuil de la même perte progressive. L'une exige de savoir qui est coupable, invente une cause, garde du ressentiment pendant des années, figée et cherchante. L'autre accepte simplement que certaines choses s'effacent, ressent la tristesse douce de ce constat, et avance sans rancune, parce qu'elle a compris qu'aucune rancune n'était justifiée. Ce qui les sépare n'est pas la perte. C'est la maturité d'accepter une perte sans instant. Ces rares âmes mûres méritent que tu laisses la porte entr'ouverte, élue, non parce que tu as besoin d'elle, mais parce qu'une personne capable d'accepter que les choses s'effacent sans coupable est une personne capable d'un lien plus sain que celui qui s'est effacé. Si l'une d'elles parvient à cette acceptation, elle a prouvé qu'elle peut aimer sans avoir besoin d'un méchant, et c'est assez rare pour être reconnu quand ça se présente. Mais tu ne peux transformer personne en cette personne. Soit la capacité est là, soit elle ne l'est pas. Et la plupart, comme nous l'avons dit, ne l'ont pas. Alors laisse la porte entr'ouverte, n'attends pas grand-chose, et reconnais les rares quand ils apparaissent. Chapitre 10. La chose étrange qui arrive après leur prise de conscience.
Quelque chose va changer dans leur façon de se rapporter à toi ou à ton souvenir. Apprends à le lire, parce que c'est facile à mal interpréter. Certains continueront de chercher indéfiniment, incapables d'arrêter de traquer l'instant. Ils reviendront sur le sujet d'une manière qui semble demander « Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et aucune réponse ne les satisfera parce qu'ils réclament un événement et que tu n'en as aucun à offrir. D'autres se figeront complètement, deviendront silencieux, incapables d'avancer vers toi comme de s'éloigner, coincés dans la désorientation d'une perte qu'ils ne peuvent pas situer. Et quelques-uns inventeront l'instant, comme nous l'avons vu, et traiteront leur invention comme un fait, parfois avec du ressentiment en prime. Les trois réactions ont la même racine, l'incapacité de digérer une perte sans événement, et aucune des trois ne parle vraiment de toi. Elle parle d'un esprit qui essaie de métaboliser quelque chose qui ne satisfait pas ses exigences, quelque chose qui s'est terminé sans se terminer de la façon dont les fins sont censées se produire. Les chercheurs ne peuvent pas arrêter de creuser, les figés ne peuvent pas se remettre en mouvement, les inventeurs ne supportent pas l'absence de forme, alors ils en fabriquent une, fausse. Et en les regardant tous les trois, tu te sentiras peut-être responsable, tu auras peut-être l'impression de leur devoir l'instant qu'ils cherchent. Tu ne leur dois rien. Tu ne l'as pas. On ne peut pas tendre à quelqu'un un événement qui n'a jamais eu lieu, quelle que soit l'ampleur de son besoin. Imagine des gens fouillant un champ à la recherche d'un objet précis dont ils sont certains qu'il y est enterré, alors qu'absolument rien n'y est enfoui. Certains creusent sans fin. D'autres s'assoient au milieu et abandonnent le mouvement. D'autres décident qu'ils ont trouvé quelque chose et brandissent un caillou comme si c'était l'objet. Mais le champ est vide. Il n'y a rien à trouver. Et aucune quantité de recherche ne fait apparaître l'objet parce que l'objet n'y a jamais été. Voilà le champ qui t'entoure désormais élu. Et voici ce que tu dois savoir. Tu ne peux pas le réparer depuis ta place. Tu ne peux pas fabriquer l'instant qu'ils cherchent. Parce qu'un faux instant serait un mensonge, et ils en sentiraient tôt ou tard le creux. Et tu ne peux pas non plus les convaincre par la parole qu'il n'y a pas eu d'instant, parce que cette acceptation doit venir de l'intérieur, à leur rythme, si elle vient un jour. Alors laisse-les chercher, se figer, ou inventer. Ce champ ne t'appartient pas. Leur incapacité à accepter une fin progressive est leur travail à faire, et ton seul rôle est de ne pas te laisser réaspirer dans la fouille, de ne pas te mettre toi aussi à traquer un instant qui validerait leurs besoins. Il n'y a pas eu d'instant. C'est la vérité. Et la vérité ne devient pas plus douce si l'on fait semblant du contraire. Chapitre 11. Ce que tu gardes réellement. Parlons du résultat concret, parce que ce n'est pas un triomphe et qu'il ne faut pas le vendre comme tel. Tu ne pourras pas leur offrir la clôture. Tu n'auras pas la conversation nette où tout est compris et où chacun repart apaisé. Cette résolution n'est pas disponible, parce qu'elle exige un instant que tu n'as pas, et on ne bâtit pas la paix sur un instant qui n'existe pas. Ce que tu obtiens est plus discret et bien plus précieux. Tu gardes la paix d'être parti sans violence. Réfléchis à ce que ça signifie vraiment. Tu n'as rien incendié. Tu n'as pas eu la dispute explosive, tu n'as pas dit les mots impardonnables, tu n'as pas créé de décombres à traîner ensuite. Tu t'es simplement effacé, doucement, sans cruauté, et un effacement doux te laisse propre. Aucune scène à regretter, aucune phrase que tu voudrais reprendre, aucun dégât portant ton nom. Tu es parti comme par l'eau sans rien casser, et donc tu peux avancer sans le poids d'une fin dramatique accrochée à toi. C'est ça, l'actif. Pas la victoire, pas la revanche, la conscience nette d'être parti sans nuire, parce qu'il existe une version de cette histoire où tu serais parti dans un brasier, et cette version-là te hanterait, te donnerait ton propre instant à rejouer avec regret. Tu ne l'as pas. Ton départ a été silencieux, et les départs silencieux, quelle que soit la confusion qu'ils laissent chez l'autre, laissent celui qui part sans fardeau. Imagine deux personnes ayant chacune mis fin à un lien. La première l'a fait dans un hurlement, avec des mots irrattrapables, un dernier acte en ruine. La seconde s'est simplement éloignée, doucement, sans incident. Des années plus tard, la première grimace encore au souvenir de ce qu'elle a dit. La seconde ne ressent que la neutralité douce d'une chose qui s'est estompée. Laquelle est la plus libre? La fin dramatique semblait plus définitive, plus tranchée, mais elle a laissé une cicatrice à celui qui l'a provoquée. L'effacement silencieux n'a rien laissé à regretter.
Tu es la seconde personne élue, et l'absence d'instant qui les tourmente est exactement ce qui te protège. Tu n'as rien à rejouer parce que rien ne s'est produit. Tu n'as aucune scène à regretter parce qu'il n'y a pas eu de scène. La lenteur qui les fige est la même lenteur qui te libère. Et voici la partie à méditer, parce que c'est la véritable clôture. Tu n'as pas besoin qu'il trouve l'instant. Il n'y a pas d'instant, et la paix que ça procure t'appartient entièrement. Ton départ a été propre, complet et irréprochable, et il n'a pas besoin de leur compréhension pour l'être. Il est simplement ce qu'il est, une marée qui s'est retirée. Et les marées ne doivent d'explication à personne. Il y a une liberté plus profonde cachée là-dedans, et elle mérite qu'on la saisisse, parce que peu de gens la trouvent. Le fait que ton départ n'ait pas eu d'instant signifie qu'il n'a pas non plus d'anniversaire. Aucune date que tu redouteras, aucun souvenir qui t'embusquera, aucune scène précise qui rejouera quand tu t'y attendras le moins. Les fins dramatiques vivent dans le calendrier. Elles reviennent chaque année. Elles ont une position dans le temps où l'on retourne involontairement, et chaque retour rouvre un peu la plaie. Un effacement n'a pas de position. Il n'y a nulle part où retourner. Et donc rien ne revient. Pense à ce que ça t'épargne. Ceux qui terminent les choses dans un incendie portent la date de l'incendie pour toujours. Les mots exacts, la pièce exacte, la configuration précise du pire moment, conservée en haute définition prête à remonter. Tu ne portes rien de tout ça, parce qu'il n'y a pas eu de pire moment. Ton départ est lisse d'un bout à l'autre, sans une seule arête où s'accrocher. Et un souvenir sans arête est un souvenir qui ne coupe pas quand on le manipule. Imagine deux personnes regardant en arrière la fin d'un chapitre de leur vie. L'une voit une scène catastrophique précise, éclairée, inoubliable, douloureuse à chaque remontée. L'autre voit un dégradé doux, un adoucissement lent, rien à désigner, rien qui pique. La mémoire de la première est une plaie qu'elle rouvre sans cesse. La mémoire de la seconde est un simple fait tranquille, lisse et frais qu'elle peut tenir sans douleur. Tu as la seconde sorte de mémoire, élue, et ce n'est pas rien. Ça veut dire que cette fin ne te hante pas, ne peut pas te surprendre, n'a aucun pouvoir de tendre le bras jusqu'à ton présent pour te blesser encore, parce qu'il n'existe aucun instant tranchant avec lequel elle pourrait le faire. La lenteur même qui les laisse figés et cherchants est celle qui te donne un passé que tu peux regarder sans ciller. Alors quand tu sentiras l'envie de regretter la manière dont c'est arrivé, de souhaiter avoir offert une fin plus nette, rappelle-toi ce que la fin nette t'aurait coûté. Elle t'aurait donné une scène à porter. Elle aurait inscrit une date dans ton calendrier. Elle t'aurait remis un souvenir tranchant. L'effacement leur a coûté de la clarté, oui, mais il t'a donné un passé sans blessure, et sur la longueur d'une vie, cet échange vaut bien plus que tu ne l'imagines. Chapitre 12. Ne reviens pas pour leur offrir un instant. Avant de conclure, il y a un avertissement qui compte plus que le reste, et j'ai besoin que tu l'entendes, parce que c'est le piège posé tout au bout de ce chemin. Le danger, quand tu vois à quel point ils sont figés, à quel point ils cherchent un instant, à quel point ils semblent avoir besoin d'un événement à pleurer, c'est que tu sois tenté de le leur fournir, de revenir mettre en scène la fin qu'ils n'ont jamais eue, d'avoir la conversation, de marquer le moment, d'apporter la clôture que leur recherche semble exiger. Ça aura le goût de la bonté, ça aura l'air du geste mûr et généreux. Ne le fais pas, parce que revenir pour leur donner un instant, c'est revenir, et revenir rouvre une chose qui s'est terminée proprement d'elle-même. Comprends le piège. Leur besoin d'un instant est réel, mais il leur appartient, et ce n'est pas à toi de le satisfaire. Si tu reviens fournir la fin, tu ne leur donnes pas de clôture. Tu leur donnes du contact, ce qui réveille le lien, ce qui relance exactement ce qui s'était effacé. Une fin mise en scène n'est pas une fin. C'est une réouverture déguisée en conclusion. Et une fois que tu l'as rouverte, il faudra t'effacer de nouveau, ou vivre la sortie dramatique que tu avais évitée la première fois, et dans les deux cas, tu auras défait la chose propre que tu avais accomplie. Imagine quelqu'un qui a laissé une blessure se refermer en silence, puis qui, par désir d'expliquer à l'autre comment il a été blessé, la rouvre pour la lui montrer. Maintenant la plaie est ouverte à nouveau. La guérison est annulée, et l'explication, aussi bien intentionnée soit-elle, aura coûté bien plus cher que le silence. C'est le piège élu. Leur recherche figée va tirer sur ta compassion. Tu voudras les dégeler. Tu voudras leur offrir l'instant pour qu'ils puissent enfin repartir.
Mais on ne donne pas à quelqu'un une vraie fin en fabriquant une fausse, et on ne dégèle personne en réintégrant une chose qui n'aurait qu'à se terminer une seconde fois. Leur dégel doit venir de leur propre acceptation qu'il n'y a pas eu d'instant. Et cette acceptation n'est pas quelque chose que tu peux leur remettre en te présentant devant eux. Alors laisse-les figer, si c'est là qu'ils en sont. Ce n'est pas de la cruauté. C'est reconnaître que certaines choses ne se résolvent que de l'intérieur et que rouvrir une fin propre pour offrir une fausse clôture n'aide personne et te coûte la paix que tu as gagnée. Tu es bien parti. Laisse-le parti. Chapitre 13. Ça les a figés parce qu'il n'y avait rien à saisir. Ramenons tout à la maison. Si cette histoire les a figés, au lieu de les mettre en colère ou de les attrister de la façon ordinaire, c'est qu'elle ne leur a rien laissé à tenir. La colère a besoin d'une cible. Le deuil a besoin d'un événement. La résolution a besoin d'un instant. Et tu ne leur as offert aucun des trois parce que ton départ n'en contenait aucun. C'était un processus, pas un acte. Et un processus ne se saisit pas. Ils auraient su gérer une dispute. Une dispute les garde dans l'histoire, leur donne un rôle, leur donne quelque chose sur quoi avoir tort ou raison. Ils auraient su gérer une trahison, une scène, une rupture spectaculaire. Tout cela leur aurait donné quelque chose à faire. Mais un effacement progressif ne donne rien à faire, et une personne qui n'a rien à faire face à une perte ne rage pas et ne pleure pas. Elle se fige, elle reste immobile, cherchant un levier qui n'existe pas. Et le geste ne se transforme jamais en action parce qu'aucune action n'est disponible. Et c'est ce que ton départ progressif a communiqué, sans que tu aies jamais eu l'intention de communiquer quoi que ce soit. Pas « je te quitte », pas « tu as mal agi ». Seulement, ceci s'est effacé comme les choses s'effacent, il n'y a jamais eu d'instant, et il n'y a rien ici à réparer. Ce qui est la vérité, ce qui a toujours été la vérité, et ce qui est la seule chose qu'ils ne peuvent pas accepter, parce que l'accepter reviendrait à accepter une perte sans cause, et la plupart des gens préfèrent rester figés à jamais plutôt que d'accepter ça. Alors voilà où nous atterrissons, élus, et je le veux dire sans détour. Tu ne les as pas quittés, pas au sens où ils l'entendent. Il n'y a pas eu de départ au sens d'un acte, il y a eu un effacement, un retrait naturel et progressif d'un lien qui avait cessé d'être nourri, et il s'est achevé si discrètement que même toi tu n'en as vu la forme qu'après coup. Prétendre que tu as opéré une rupture décisive serait faux, et cela leur donnerait aussi l'instant qu'ils cherchent, ce qui n'est pas à toi de donner. Ce qui s'est réellement passé est plus simple et plus doux. Un lien qui n'a pas été entretenu s'est effacé, comme le font les choses non entretenues, un fil imperceptible à la fois, jusqu'à disparaître complètement et sans bruit. Et tu as avancé, allégé, parce qu'il n'y avait aucune scène à porter, pendant qu'il restait derrière, figé, à chercher un instant qui n'a jamais existé. Ils ont compris que tu étais parti depuis des années, et ça les a figés non parce que tu as claqué une porte, mais parce qu'il n'y avait pas de porte. Et un départ sans porte est un départ qu'on ne peut pas suivre, qu'on ne peut pas inverser, et dont on ne peut pas faire le deuil de la manière habituelle. Il est, tout simplement, une marée qui s'est retirée, une étoile qui s'est éteinte, une corde qui s'est effilochée, partie sans instant, et donc partie entièrement. Ce n'est pas une victoire. C'est simplement ce qui arrive quand un lien n'est pas entretenu et atteint sa fin naturelle en silence. Et cette paix est disponible chaque jour à partir de maintenant. Pas comme une arme, pas comme un mur, juste comme la liberté propre et tranquille d'être parti sans rien casser, de ne porter aucune scène, de ne devoir à personne l'instant qu'il cherche, parce qu'il n'y a jamais eu d'instant, seulement l'effacement doux et légitime d'une chose qui avait suivi son cours. Si ceci t'a atteint, si ça a nommé quelque chose que tu ressens depuis des années sans pouvoir le dire, verrouille-le. Laisse 777 une dernière fois, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et emporte ça avec toi. Tu n'as claqué aucune porte, élu. Tu as simplement cessé de nourrir ce qui s'effaçait déjà, et ça s'est effacé proprement, complètement, sans un instant. Et l'absence de cet instant qui les fige est exactement ce qui te rend libre.